On comprend pas ce qui se passe. Al Jazeera, il se trouve encore aujourd'hui sur le territoire israélien, mais c'est une ineptie. On n'a pas encore intégré le langage qu'il faut parler aux voisins. Ça, on est dans une situation dramatique, c'est vrai. C'est que d'une part, il faut pouvoir parler l'arabe et d'autre part, il faut pouvoir parler l'anglais à la communauté internationale. Oui. Lorsque vous montrez une photo de la destruction qu'il y a à Gaza, vous le montrez aux Arabes, et les Arabes disent « Oh là là, alors les Juifs, ils se sont déchaînés, c'est très dangereux pour nous, il faut qu'on les prenne avec des pincettes. » Vous montrez la même image au monde occidental, on dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est scandaleux, vous faites des choses qu'il ne faut pas faire, vous êtes des criminels de guerre. » Nous avons le plaisir, comme je vous l'annonçais, d'être dans ce studio avec Shaoul Shmoukler. Shaoul, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Vous êtes analyste politique et on va parler ensemble beaucoup de diplomatie parce qu'on le voit, Israël est dans une crise, on va dire presque internationale. La communauté internationale exerce actuellement des pressions sur Israël pour, par exemple, que Tsahal ne puisse pas se lancer dans une opération à l'intérieur de la ville de Rafah. Ce sont des pressions qui viennent d'une part des Américains, mais aussi on le voit de la part des Européens qui eux aussi rajoutent, on va dire, une couche en essayant d'imposer des sanctions contre l'État d'Israël ou contre, on va dire plus exactement, des habitants juifs radicaux de Judée et de Samarie pour des violences contre la population civile palestinienne en Judée et en Samarie. Alors tout cela, ce n'est pas de très bon augure. Comment on en est arrivé là? Comment finalement Israël se retrouve d'une situation où il était le 7 octobre la victime claire de massacres, d'atrocités sans précédent, à cette situation où c'est Israël qui semble être coupable? On est dans une situation qui nous semble désespérée. C'est vrai que vous avez parfaitement raison. C'est la victime qui est accusée par tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une unanimité. Lorsqu'il y a une unanimité, vous savez très bien que dans notre tradition, le fait qu'il y ait une unanimité, comme il y a eu l'unanimité au niveau de tous les cercles les plus élevés de l'armée qui étaient d'accord pour dire une certaine chose, oui, c'est qu'il y a problème. Et le problème, écoutez, on le voit, c'est l'antisémitisme qui se réveille dans le monde de manière absolument inattendue, extraordinaire. On peut être pétrifié par ce qui se passe, vraiment. Et on a vécu des choses qui sont bien plus graves que Kishinev, que les massacres de Hebron, de Bagdad. On est vraiment dans un tsunami de ce que nous avons vécu. Alors, comment expliquer ça? C'est toujours la même chose, à peu près. Non, là, par exemple, dans le cas précis... lorsque les Juifs sont battus, tout le monde est content, on vient leur offrir leurs condoléances, mais après, lorsque ils se défendent, à ce moment-là, ça fait mal. Mais on est dans une situation diplomatique difficile à cause d'Israël. Israël ne sait toujours pas bien répondre de manière agressive à cette agression dont on est l'objet. On est vraiment l'objet d'une agression. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la situation. Le fait d'avoir on va essayer de décanter les choses de manière précise. Par exemple, les Américains. Ouais. On le voit, Joe Biden a durci le ton quasiment depuis le début de l'année 2024 et c'est encore plus marquant depuis les dernières semaines. Mais c'est incontournable de manière liée à la campagne électorale dans laquelle il est engagé. On le voit, oui. On le voit, les Américains. C'est-à-dire, alors, comment on peut faire face à cela? C'est-à-dire, on va dire, c'est une donnée objective qui est difficile à contourner. Comment et on voit peut-être Benjamin Netanyahu parfois aussi faire des muses, comme on l'a vu ces 2 derniers jours, face à l'administration Biden. Je pense qu'il y a une certaine manière de régler le problème et on l'a pas fait alors qu'on aurait dû le faire depuis le début. Tout le problème humanitaire, il est là et c'est vrai que ça déchire le cœur. C'est quelque chose, lorsqu'on le voit assis de manière tout à fait confortable, en train de siroter un café sur son sofa ou bien dans des bureaux feutrés, ça a l'air d'être horrible. Et c'est vrai, mais il y a une solution à ça. À Gaza, il y a 75% de réfugiés, des réfugiés dits palestiniens, mais qu'est-ce qu'on fait avec un réfugié? Un réfugié, il faut lui permettre de partir dans un autre pays, dans un autre endroit, pour qu'il puisse refaire sa vie. Et ça, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Et pourquoi ça se passerait pas avec les Palestiniens? Donc, je pense qu'il y a une solution. Il faut d'abord s'attaquer à l'UNRWA, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et comme il y a des voix dans le monde entier qui s'élèvent, il faut surtout faire sauter le bouchon de Rafah, de Rafah, pour permettre au flux de réfugiés de Gaza de partir et de pouvoir partir en Égypte
l'Égypte, et puis surtout leur dire allez dans les pays où on vous considère comme des frères, allez donc à Doha, allez donc à Qatar, allez donc au Koweït, tous les pays qui vous soutiennent, mais allez là-bas, vous allez leur offrir une main-d'œuvre extraordinaire. Mais on ne le fait pas. On le voit. Mais pourquoi ? Parce que l'Égypte a dit c'est un casus belli. Comment vous expliquez ça, que par exemple aujourd'hui ce soit Israël qui soit mis sur le banc des accusés en matière d'aide humanitaire, d'aide internationale, et alors que l'Égypte qui bloque sa frontière, on le sait, de manière étanche à ses frères palestiniens, eh bien ne soit pas du tout sanctionné, ne soit pas du tout mis en cause. C'est notre faute. Pourquoi notre faute ? Parce que moi je verrais très bien une grande manifestation se faire devant l'ambassade d'Égypte à Tel Aviv en disant si tu es un criminel de guerre, ouvre tes portes aux réfugiés de Gaza. Oui, mais on le voit, la communauté internationale, elle ne tient pas compte de ce genre de choses. Mais c'est visiblement, elle joue le jeu avec... Parce que nous le faisons pas. Nous le faisons pas. Et lorsque Sisi a dit attention, c'est un casus belli, on est rentré gentiment dans notre coquille, on s'est recroquevillé, on a dit excuse-nous. Mais non, il faut changer le discours maintenant. Il faut qu'il y ait un avant le 7 octobre et après. Et il y a eu un certain moment où ça a commencé... Il y a eu un réveil comme ça. Il y a eu un réveil, mais maintenant on est redescendu de nouveau dans la situation antérieure. J'ai lu quelque chose qui était extrêmement intéressant et qui m'a fait froid dans le dos par rapport à la conception, la conceptia, comme on dit, les fameux préjugés qui ont cours dans les cercles les plus élevés de l'armée. Les gens, l'analyse de cet article disait la chose suivante, il dit, on a l'impression qu'à l'armée, qui est les cercles les plus élevés, ils sont là pour gérer la situation jusqu'à l'arrivée d'un État palestinien et d'organiser la situation la meilleure pour que cela puisse se mettre en place. Et effectivement, lorsqu'on a une difficile à dire comme ça parce que lorsqu'on a une lecture de ce qui se passe en Judée-Samarie, c'est effectivement c'est quelque chose qui est corroboré. C'est un peu difficile de dire, de donner cet avis parce que c'est-à-dire, peut-être il faut faire dans l'armée une distinction entre l'état-major et, on va dire, les forces, les unités de l'armée israélienne qui sont sur le terrain, qui combattent, parce que l'état-major peut avoir une politique plus générale, tandis que sur le terrain, on le voit, l'armée israélienne, malgré tout, lorsqu'elle reçoit des ordres pour combattre et pour éradiquer et pour neutraliser, elle y parvient d'une certaine manière, on l'a vu. Vous avez entendu récemment qu'on est dans le quartier qui s'appelle Hamed, qui est Khan Younes. Qui est Khan Younes, le beau quartier de Khan Younes. Et qui porte le nom de l'émir qatari, du père de l'émir qatari actuel. On va là-bas avec des pincettes, mais au contraire, il faut parler l'arabe, le langage qui a cours dans la région, et de leur dire le Qatar, qui sont un support. Les bailleurs de fonds. Pas seulement ça. Tout ce que le Hamas a pu faire, c'est grâce au Qatar. C'est vraiment un État terroriste qui se cache sous des djellabas et sous des kéfiers et avec qui a une apparence propre. Mais tout ce qui se passe, c'est à cause. Mais il faudrait venir. On a dit, tiens, tu sais ce qui va se passer à ton quartier ? On va lui faire la même chose de ce qui s'est passé au nord de Gaza. Et on le fait pas. On a peur. On comprend pas ce qui se passe. Al Jazeera, il se trouve encore aujourd'hui sur le sol israélien, sur le territoire israélien, mais c'est une ineptie. On comprend pas, on n'a pas encore intégré le langage qu'il faut parler aux voisins. On est dans une situation dramatique, c'est vrai. C'est que d'une part, il faut pouvoir parler l'arabe et d'autre part, il faut pouvoir parler l'anglais à la communauté internationale. Oui. Lorsque vous montrez une photo de la destruction qu'il y a à Gaza, vous le montrez aux Arabes et les Arabes disent « Oh là là, alors les Juifs, ils se sont déchaînés, c'est très dangereux pour nous, il faut qu'on les prenne avec des pincettes. » Vous montrez la même image au monde occidental, on dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est scandaleux, vous faites des choses qu'il ne faut pas faire, vous êtes des criminels de guerre. » Vous dites on ne fait pas suffisamment encore, même après le 7 octobre, de distinction entre la perception occidentale et la perception orientale d'une même réalité. Tout à fait. Et il faut savoir faire ce que les Arabes font très très bien, c'est-à-dire parler un double langage. Aux Arabes, il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre pour les mettre devant la réalité, en leur dire « Vous voulez nous attaquer, regardez ce qui va vous arriver. » Et aux Occidentaux, il faut leur présenter une autre réalité. Et on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que comme nous-mêmes, nous sommes occidentaux... Alors, lorsque vous parlez comme ça, vous dites vos critiques, elles sont dirigées vers l'échelon politique, vers l'échelon militaire, vers l'échelon diplomatique. Vers l'échelon de la conception. On revient toujours à la même chose, toujours au même problème. On n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Non. Je pense que on aurait dû
passer un coup de torchon à l'ensemble de l'échelon supérieur de l'armée. Ça n'a pas été fait. Probablement... Ça n'a pas été fait parce qu'il y a la guerre. Il y a la guerre, mais dans d'autres occasions, ça peut se faire. Il faut changer les gens qui Vous sont... dites qu'il y a une sorte de pensée unique au sein de l'état-major qui a une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ils en sont fiers. Ils disent, vous savez, on a pris une décision à l'unanimité. Au lieu de se rendre compte que le fait que ce soit une décision à l'unanimité, il y a quelque chose qui cloche, ils en sont fiers. Oui. C'est quelque chose qui est... incompréhensible. Et on n'est pas assez agressif. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet. On se focalise un peu plus sur l'Union européenne, parce que là aussi, l'Union européenne, au début, on avait le sentiment que bien sûr, tout le monde est venu nous voir, en pleine compassion pour les Israéliens, mais finalement, on voit de semaine en semaine, ça se dégrade. Et là, on voit pas plus tard qu'hier, Joseph Borrell, le préposé à la diplomatie de l'Union européenne, parler et mettre sur le même piédestal. Là, il faut bien l'avouer, c'est assez choquant, même parfois, les sanctions qui pourraient être imposées au Hamas pour ses exactions du 7 octobre, et des sanctions qui pourraient être imposées contre des habitants juifs de Judée et de Samarie, dits radicaux, dits violents. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce parallèle? Moi, je pense que la Hasbara, c'est-à-dire l'action diplomatique d'Israël, n'est pas assez agressive. On leur dit, il faut qu'Israël puisse dire à tous les Européens, dire, écoutez, il y a des règles très simples au Moyen-Orient. Lorsque les Arabes disent quelque chose, par défaut, ce sont des menteurs. Lorsque Israël dit quelque chose par défaut, eh bien, ils disent la vérité. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on y a un missile qui tombe sur l'hôpital Al-Shita, tout de suite, 5 minutes après, le Hamas dit, on a 471 morts. Mais c'est quelque chose d'évident. Comment est-ce que c'est possible d'accepter une chose pareille? Et donc ça, il faut le ramener encore et encore à la figure des gens, dire, mais vous croyez des mensonges. Comment est-ce possible? Non, il y en a qui veulent croire des mensonges. Ça, et puis il y a une perception au niveau, c'est plus marquant encore au niveau de l'Union européenne qu'aux États-Unis, de cette volonté de s'identifier à la victime, à celle qui est considérée comme la victime. Et là, dans le cas précis, depuis plusieurs mois, les victimes, ce sont les civils palestiniens. Voilà. Et donc la manière de le régler, c'est de faire en sorte que le flux de réfugiés puisse quitter Gaza et se retrouver en Égypte et ailleurs. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on sera dans le problème humanitaire. Comment vous expliquez par rapport aux Européens cette volonté de parallèle entre le Hamas et les habitants juifs de Jérusalem? Est-ce que finalement les Européens comprennent que le Hamas c'est une organisation terroriste, nazie, etc., mais ils ne peuvent pas se contenter de charger un seul côté, le côté palestinien. Ils sont obligés de charger aussi du côté israélien et d'accuser, de mettre sur le banc des accusés des gens comme les habitants juifs, alors que il faut le savoir, hein, je pense que vous le savez, Shaoul, qu'il n'y a pas d'informations précises sur des exactions qui ont été commises par tel ou tel colon ou habitant juif de Judée et de Samarie, et que ce sont souvent des informations qui sont fournies par des ONG pro-palestiniennes ou des ONG israéliennes qui sont pro-palestiniennes. Alors, ce qui se passe par rapport à ce que vous dites, la violence des habitants juifs de Judée-Samarie, en fait, il y a le Kol HaYehudi, qui est une association qui s'occupe de mettre à jour les informations telles qu'elles sont dans la réalité. Et ils ont expliqué comment ça se met en place. Il y a un processus qui est très bien huilé et qui fait la chose suivante. Il y a des Arabes qui viennent provoquer des habitants qui vivent tranquillement et qui sont en train de faire paître leurs troupeaux. Quand on vous attaque, bien vous répondez. Des habitants juifs. Voilà. Et donc il y a des gens qui viennent de l'extérieur et puis qui prennent des photos et puis ils vous modifient, ils vous coupent les parties qui vous dérangent. On met en avant les parties qui vous arrangent et on montre, voilà, regardez, ils agressent de manière gratuite les pauvres petits Arabes. C'est quelque chose de bien oublié. J'ai même un ami proche qui est de gauche et il m'a dit, tous les vendredis, je vais à Hebron pour protéger les gentils petits Arabes contre les méchants colons. Tous les vendredis, il va là-bas, et ils sont un groupe avec des caméras, et ils font de la provocation pour amener ces photos. Donc le Kol HaYehudi dit la chose suivante, que la moitié des événements n'ont pas eu lieu,
et que lorsque, par exemple, un arabe va faire un acte terroriste contre des juifs, et que le juif réagit, il fait partie de... C'est-à-dire, réagit, ça veut dire s'il y a une attaque, on va dire, être plus précis. S'il y a une attaque, par exemple... à Élie, ce qui s'est passé à Élie, voilà, par exemple, dans une station d'essence, et qu'il y a des Israéliens qui dégainent et qui éliminent le terroriste, eh bien, ça fait partie des actes de violence. Exactement, ça fait partie des actes de violence. Donc, on est dans une machine très bien huilée de mensonges, et lorsque on le décortique, on voit que ça absolument... Aucun. Si, alors il faut aller, il faut montrer ça, il faut monter au créneau, et je pense qu'on n'est pas assez agressif avec les Européens. Eux parlent de problèmes humanitaires, mais il faut leur remettre en pleine figure ce que eux ont fait à Mossoul. Par exemple, vous montrez une image de destruction. Vous faites croire que c'est Gaza. Il leur dit non, c'est pas Gaza, c'est Mossoul. Et Mossoul, c'est qui? C'est tous les Occidentaux. Oui. On ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. Et c'est ça le problème. On est toujours dans la conceptia de dire si on est gentil, alors à ce moment-là, les gens vont être gentils avec nous, alors que c'est exactement l'inverse. Et je vous dis, et il faut le répéter, le problème, il y a un problème humanitaire, il est réel, il déchire le cœur. Il y a une solution, c'est faire sauter le bouchon. Et lorsque Al-Sisi faire sauter le bouchon, ça veut dire ouvrir les frontières avec l'Égypte. Voilà, exactement. Ou bien même, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des petites flottilles de bateaux qui viendraient accoster à Gaza pour pouvoir permettre aux Gazaouis de quitter? Vous vous rappelez que Churchill, c'est ce qu'il a fait pour faire évacuer ses forces à Dunkerque. Il y avait toute une flottille de petites barques qui sont venues pour ramener... il faut faire la même chose. Pas la même, mais on est on est dans le même ordre d'idées. Il faut permettre et il faut organiser l'évacuation des gens qui veulent partir de Gaza. Et ils sont nombreux. Il y a plus de 50% de la population des Gazaouis qui ne rêvent qu'une seule chose, c'est quitter Gaza. Et donc il faut aider, il faut souligner d'ailleurs à ce propos qu'au cours des dernières années, il y a, en fait, on va dire depuis 2007, depuis le début de l'occupation du coup d'État du Hamas, il y a près de 300 000 jeunes Gazaouis qui ont quitté la bande de Gaza. Absolument. Pour aller s'installer à l'étranger, pour profiter d'une occasion pour s'installer. Donc c'est pas quelque chose qui est totalement utopique. Voilà. Mais on n'a pas, encore une fois, on n'a pas le courage de le faire, et c'est là le problème, tout le problème de la diplomatie israélienne, qui est encore dans la conception, la vieille conception, que le Hamas, et ça l'Occident n'a pas encore intégré, il dit ce sont des éléments de résistance. C'est-à-dire on est toujours dans le fait, les Palestiniens se défendent contre ces Juifs qui sont forts, alors qu'en fait il faudrait faire un zoom out et montrer que Israël est un tout petit point dans une mer de haine et une mer de 400 millions d'Arabes qui aspirent à une chose, c'est simplement de gommer cet État-là. Et le problème, c'est qu'on a une pseudo-paix avec l'Égypte, on a une pseudo-paix avec la Jordanie. Oui, c'est une paix qui tient tout de même depuis oui, c'est pas une paix. 40 ans, non, c'est un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu parce qu'au niveau diplomatique, rappelez-vous là. Effectivement, on peut voir. Effectivement, au niveau diplomatique, c'est pas particulièrement. C'est la guerre totale de la part de l'Égypte et de la part de la Jordanie. Rappelez-vous la résolution 2336 qui a été prise en décembre 2016 par Obama. Qui est-ce qu'il a écrit? 2334, oui. 2334 par Obama. En décembre 2016, c'était l'Égypte. À ce moment-là, Trump, il a fait les gros yeux à l'Égypte. L'Égypte l'a reprise, mais elle a été présentée après par la Malaisie et le Venezuela. Bon, voilà, en fait, votre analyse, elle n'est pas particulièrement optimiste, mais elle est peut-être réaliste. Merci beaucoup, Shaul Shmoukler, d'être venu à notre micro pour nous la faire partager ce matin. On aura l'occasion de se revoir régulièrement pour essayer d'analyser la situation, surtout en particulier aussi par rapport aux États-Unis, à cette campagne électorale, le duel entre Biden et Trump qui sera certainement assez passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup, Daniel. Voilà.